Et tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff, Bertrand Alliot, environnementaliste, et auteur de ce livre, Une histoire naturelle de l'homme. C'est publié aux éditions L'Artilleur. André Berkoff, c'est à vous. Bonjour Bertrand Alliot. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Écoutez, j'ai lu votre livre avec vraiment passion, je le recommande vraiment aux éditeurs, Histoire naturelle de l'homme, aux éditions L'Artilleur. Et vous en parlez, et c'est évidemment votre approche qui est très intéressante, parce que vous approchez ça en naturaliste, je dirais presque en chasseur de papillons. Je vois très très bien Bertrand Alliot dans la nature, elle est presque un filet, vous savez, comme les naturalistes anglais du 19e siècle. Hein. On voit très très bien comme ça, même si vous n'avez pas de filet. Mais je voudrais m'arrêter à une phrase que vous dites au départ. Vous dites, voilà, ce livre, vous dites, s'attache à décrire une espèce particulière, l'homme, nous, à la manière naturaliste. Et vous dites ceci. Vous dites s'intéresser davantage à ce que fait l'homme plutôt qu'à ce qu'il dit. Alors je vais vous dire, c'est ce qu'on fait, on doit faire en tout cas, pour les hommes politiques et autres. Hein. On s'intéresse davantage, on doit s'intéresser davantage à ce qu'il faut que à ce qu'ils disent. Hein. Et c'est vrai pour tout le monde. Et vous dites, l'homme est en effet un oiseau chanteur. Alors expliquez-moi, en quoi l'homme est un oiseau chanteur? Oui, c'est un peu la différence avec les autres espèces animales, disons. Parce que l'homme est le seul être vivant qui a conscience de lui-même d'une certaine manière. Et donc ce fait-là l'embête un peu, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est très embêtant de connaître sa condition humaine, savoir qu'on va mourir, etc. Mais c'est sa grandeur quand même, Bertrand Alliot. Pardon, on discute. C'est sa grandeur. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on a conscience de nous-mêmes. Absolument, c'est ce qui caractérise l'être humain, c'est d'avoir conscience de lui-même en fait. Mais justement, c'est quelque chose qui est difficilement supportable d'une certaine manière. Et je pense que tous ces discours sont là aussi pour faire oublier sa part d'animalité en fait. Et c'est en cela que l'oiseau chante pour faire oublier sa part d'animalité. C'est-à-dire qu'il essaye toujours de nous faire croire qu'il est autre chose que ce qu'il est. Et je pense que tous les scientifiques, si vous voulez, depuis la nuit des temps, ont eu cette intuition finalement et ont fini par conclure qu'on était des animaux comme les autres. Mais ils ont refusé d'aller au bout de leur raisonnement d'une certaine manière. Ils n'arrivaient pas à supporter ça et donc ils ont inventé des diversions pour nous faire croire. Ils veulent pas tout à fait aller au bout du raisonnement parce que c'est trop simple, c'est trop tragique. Et c'est quoi le bout du raisonnement? Le bout du raisonnement, c'est qu'à la fin, si vous voulez, la vie n'a pas beaucoup de sens, l'existence est un peu tragique, et donc il faut toujours inventer des récits pour faire la vie plus belle qu'elle n'est, ou s'inventer des... Ou des religions. Absolument, la religion peut servir à ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans on s'invente des défis, en fait, comme si on était des chevaliers dans l'histoire naturelle, et qu'on brandissait notre glaive, vous voyez, par exemple sur le climat, c'est tout à fait typique, alors que si on réfléchit un peu, tout ça est un peu grandiloquent d'une certaine manière, c'est un peu du cinéma. Et vous dénoncez très bien, d'ailleurs on en reparlera, mais vous dénoncez très bien l'écologie devenue, vous dites vous-même une diversion, mais devenue quelque part une religion. On voit très bien un certain nombre de manifestations aujourd'hui. Oui, je pense qu'à l'origine, moi, ce qui m'avait surpris, si vous voulez, parce que j'étudie ces questions depuis longtemps, c'est que j'ai toujours été surpris par la différence entre les discours et les actes. Il y a des discours sur l'écologie, il faut faire, il faut agir, etc. Et puis après, on regarde ce que font les gens. Et en fait, on s'aperçoit que les mêmes qui ont ces discours-là, eh bien, au quotidien, finalement, ils sont pas meilleurs que les autres, ils consomment de manière trop importante, etc. Et donc, je me suis dit, mais il y a vraiment une contradiction. Alors pourquoi? Alors moi, je pense que le discours écologique est en partie un discours de diversion pour faire oublier en fait qu'on est un animal qui recherche le confort. Parce que je pense que c'est ça qui est déterminant chez l'espèce humaine, c'est qu'il va chercher le confort, il va essayer d'améliorer toujours plus son confort. C'est ce qui l'intéresse d'abord, c'est ce qui est déterminant pour comprendre ses actes. Oui, c'est très intéressant. Vous dites d'abord le bonheur ici et maintenant, le confort ici et maintenant, quoi. C'est ça qui compte. Exactement, mais il essaye de faire oublier cette réalité, justement, avec ses discours, avec son chant, si vous voulez. C'est un peu la thèse du bouquin. Et je pense que l'écologie est la manifestation de ce chant. C'est ça, on l'a vu d'ailleurs avec la pétition
ça illustre complètement votre propos. La pétition des artistes récemment, vous savez, de tous, voilà, frugalité, etc., pendant qu'ils utilisent les 4x4, les hélicoptères pour aller au bout du monde, quoi. C'est toujours la même histoire. Ouais. Ou les gens qui défilent pour le climat, mais c'est assez étrange quand on y pense. Ça n'a pas beaucoup de sens. Oui. C'est-à-dire, ça ne changerait, vous voulez dire, ça ne change rien réellement sur les faits et sur le fond. Ça change rien. Oui, oui, absolument, ça change rien. Et puis c'est un défi qui ne. Je crois d'ailleurs c'est pour ça que l'écologie a choisi le climat. C'est un défi tellement vaporeux, tellement immense, tellement incroyable, tellement que on se demande si on n'a pas fait exprès de le choisir, parce que finalement on peut toujours dire qu'on va agir demain, vous voyez, puisque le défi est immense et il s'inscrit dans le long terme. Donc on peut toujours faire croire qu'on va se mobiliser demain, après-demain, et puis si on se mobilise pas demain ou après-demain, on va continuer à faire croire que ça sera pour encore plus tard. On peut toujours alimenter le discours et le mythe d'une certaine manière. Et ce discours, comment dire, la cause même du climat, je pense, n'a pas été choisie par hasard, parce que en fait, on s'aperçoit que certaines causes, si vous voulez, de l'écologie s'est beaucoup trompée. Elle a prédit des guerres de l'eau qui n'ont pas eu lieu. Elle a prédit, les 100 millions de réfugiés climatiques, naturelles. Les migrations climatiques, 100 millions de personnes allaient partir il y a encore 10 ans. Enfin, ouais, tout ça. Oui, c'est ça. Et donc, ils ont des hypothèses, des intuitions. Alors, ça se retrouve pas dans la réalité. Et donc là, je trouve que l'écologie a choisi une thématique, le climat. Justement parce que c'est difficilement autant sur les problèmes de population, de guerre de l'eau, on peut très bien voir que l'écologie se trompe assez rapidement, ou qu'elle s'est trompée, disons. Mais sur cette question du climat, je veux dire, on saura dans 100 ans si elle s'est trompée, vous voyez, c'est assez pratique de prendre ce défi. Oui. Donc on peut faire Pâques et la Trinité, quoi. Se dire on a le temps de voir venir. Et par rapport à la nature, on va en parler, on reste avec vous évidemment. Mais juste un mot, Bertrand Alliot. La nature, elle est pour l'homme, je vais la poser comme ça, ou contre l'homme? Disons que c'est un peu compliqué parce que la nature, elle est ni l'un ni l'autre. Je crois qu'en fait, pour moi, il n'y a qu'une histoire naturelle, si vous voulez, il n'y a pas d'histoire. Donc, on est des êtres naturels. Face à nous, eh bien, il y a la nature et elle est ni contre. Elle est neutre, si vous voulez, la nature. Simplement qu'on vit à l'intérieur de cette nature, mais on s'invente une histoire. Mais je veux dire, on est des êtres vivants ordinaires. C'est ça qu'on n'arrive pas à supporter, en fait. C'est le côté ordinaire qu'on n'arrive pas à supporter. Je pense, oui, parce que... Exactement. Ouais. Merci. On se retrouve tout de suite après les informations avec vous, Bertrand Alliot, et avec les auditeurs de Sud Radio. À tout de suite. À tout de suite. 0826 300 300. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et l'homme dans tous ses états, et l'homme dans la nature. Et justement, le livre de Bertrand Alliot est à ceci de passionnant, qu'il remet non seulement l'homme pas au centre de la nature, mais vraiment dans la nature. Et Bertrand Alliot, je voudrais citer les quelques lignes de votre livre, en fin de livre. Vous dites ceci, et c'est assez beau: dans la maison de l'homme, le chien est ami du chat qui est ami de l'oiseau. Je prie chaque jour pour que nous conservions le longtemps possible notre civilité et notre liberté. Vous croyez qu'elles sont vraiment en danger? Et comment? Peut-être que... Oui, je ne sais pas trop, en fait. Peut-être qu'elles sont en danger. Ce que j'essaye de dire, c'est que tout cela n'est pas question de volonté, mais question de circonstances, en fait. Plus l'homme vit dans l'abondance, le confort, et bien plus c'est facile, ou plus c'est possible d'être libre, d'avoir de la civilité, d'aimer son prochain, etc. Et donc, beaucoup des progrès, qu'on croit être le résultat d'une volonté de l'homme, eh bien, sont simplement... les circonstances de l'environnement. C'est simplement le résultat de circonstances, en fait. Voilà. Par exemple, mais la volonté existe quand même. L'homme choisit quand même. Comme vous dites vous-même, il fait un effort pour être le plus confortable et le plus en bien-être possible.
Bah, disons que là, il suit un peu son instinct. C'est-à-dire que, bon, si on regarde nos comportements, si on arrive devant un escalator, et qu'il y a un escalier à côté, on va quand même prendre l'escalator, enfin, la plupart des gens. Et donc, il y a comme ça un mouvement qui est lié à la vie, en fait. C'est quelque chose de vital. Chez les animaux, ça existe beaucoup. Je cite l'exemple de l'ours. On croit toujours que l'ours est en train de pêcher le saumon dans des rivières transparentes. Mais en fait, l'ours, il est souvent sur des décharges publiques en train d'essayer de trouver sa nourriture parce que c'est beaucoup plus facile. Et chez l'homme, c'est un peu pareil, quoi. Sauf que l'homme est sur son tas d'ordures et puis il chante pour faire oublier justement qu'il est sur un tas d'ordures. Que les circonstances lui permettent d'être cet homme extraordinaire qu'il fait mine donc d'être. Voilà. Ouais. Mais ça, message un peu rude, hein. En fait, on choisit tous la facilité, hommes et animaux, quoi. Soyons clairs. Absolument. Je crois que c'est un mouvement vital. Ça. Si on regarde les comportements animaux, nos animaux domestiques, mais même dans la nature, eh bien, il y a quand même cette réalité-là qui est très présente. Et en fait, nous, on est un peu pareil. Mais comme on a du mal à accepter notre statut d'animal, finalement, d'être ordinaire, eh bien, on s'invente des histoires et on fait croire qu'on est un être extraordinaire. Mais je pense que le fait qu'on est extraordinaire est plus lié aux circonstances. C'est-à-dire qu'on a cherché le confort, on y est arrivé, et sur ce confort, eh bien, on a évidemment construit un monde incroyable. On a construit ce que j'appelle le n'importe quoi, d'une certaine manière. À un moment donné, on est capable de faire tout. En même temps, de jolies choses aussi qu'on a construites quand même. Hein. Il n'y a pas que n'importe quoi. Oui, mais on est bien d'accord. Hein. Des choses extraordinaires. Mais voilà. Oui. En fait, non mais je comprends, c'est-à-dire que vous, du point de vue du naturaliste, vous mettez tout cela à l'échelle naturelle et non pas à une échelle extra-naturelle ou en tout cas sortie de la nature, quoi. Et en fait, on doit être dedans, quel que soit, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Absolument, on est dedans mais on a cette capacité à le faire oublier et à essayer de l'oublier. Et donc, ce qui explique l'histoire. Pour moi, l'histoire, si vous voulez, c'est d'abord la recherche du confort sur lequel se greffe le n'importe quoi, parce qu'une fois qu'on est dans le confort, on est capable de faire n'importe quoi. Mais dans le n'importe quoi, il y a des choses extraordinaires. Bien sûr. Bien sûr. En fait, l'oiseau qui chante, vous savez, c'était les chants désespérés sont les chants les plus beaux et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Ne l'oublions pas. Alors, mais à nous maintenant d'écouter les auditeurs de Sud Radio. C'est à vous. 0826 300 300. Une fois n'est pas coutume, direction la Suisse. On part à Zurich. On trouve Steve sur Sud Radio. Bonjour Steve. Bonjour. Je pense que le sujet pour lequel j'ai appelé n'a malheureusement rien à voir avec ce que vient de dire votre invité, donc je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Il n'y a pas de problème, on parle de tout, absolument. D'accord, très bien. Allez-y Steve. Donc, mon nom est Steve Pascolo, je suis fondateur de la compagnie CureVac, dont vous avez parlé au mois de mars, que Donald Trump voulait racheter. Donc la compagnie qui fait les vaccins mRNA, il y avait eu cette polémique au mois de mars que Donald Trump voulait racheter une compagnie allemande, CureVac. Donc c'est celle que j'ai créée en 1999 en Allemagne, qui fait des vaccins mRNA, et depuis 10 ans, je fais aussi donc beaucoup d'études cliniques avec la chloroquine. Donc ce que je voulais dire juste dans le contexte du Covid et de l'hydroxychloroquine, c'est que personne ne parle de la dose. Donc en tant qu'expert de la chloroquine en essai clinique, je peux vous dire que ce qui a été publié par moi et par d'autres, c'est que la dose de chloroquine ou d'hydroxychloroquine est très importante et vous pouvez avoir des effets opposés selon la dose que vous utilisez. Par exemple, dans les vaccins, une simple dose de chloroquine a montré qu'on pouvait augmenter l'efficacité d'un vaccin. Donc, en donnant juste une dose d'hydroxychloroquine. Donc, vous avez un effet immunostimulant. Par opposition, les gens qui ont des maladies auto-immunes, lupus, rhumatoïde arthritis, eux ont des doses de 300-500 mg par jour qui sont immunosuppressives. Donc il faut bien voir que donc, dans certaines conditions, vous avez un effet de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine qui peut être immunostimulant et dans d'autres cas, immunosuppressive. Quand vous entendez le terme immunosuppressif, vous pouvez bien imaginer que dans le cas d'une maladie virale, vous voulez éviter d'être immunosuppressif puisque le SARS-CoV-2 va être éliminé par le système immunitaire. Donc vous avez intérêt à ne pas être immunosupprimé, c'est évident. Donc vous avez intérêt à éviter les doses d'hydroxychloroquine qui sont immunosuppressives et au contraire d'utiliser les doses d'hydroxychloroquine qui sont immunostimulantes. Tout ça est une question de dose. Donc les gens ont tendance à parler de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine comme un composé qui a
une fonction unique et c'est faux vraiment pour l'hydroxychloroquine. Donc la dose peut vous donner des effets opposés. J'espère que j'ai des collègues qui m'écoutent en France et qui vont introduire ce paramètre dans les essais cliniques. C'est pas juste est-ce que ça marche l'hydroxychloroquine ou pas, c'est à quelle dose est-ce que ça peut marcher. Parce qu'il y a des doses où ça ne marchera pas parce que c'est trop bas et d'autres doses où ça ne marchera pas parce que c'est trop haut. Et donc c'est un paramètre qui est souvent pas abordé même dans la publication du Lancet. C'est ignoré. Dans la publication du Lancet, ils utilisent des hautes doses qui sont à long terme immunosuppressives, donc qui sont pas favorables. Donc là, il faut vraiment que mes collègues se penchent un peu plus peut-être sur ce point. En général, on fait en phase 1 des doses d'escalation, où on met différentes doses, donc on étudie la toxicité, mais aussi en partie l'efficacité en phase 1, phase 2, et ça n'a pas été fait pour le SARS-CoV. Donc même quand vous parlez de temps en temps, quand vous dites ça a marché ou ça n'a pas marché, ça serait bien de pondérer en disant toujours la dose. Même si c'est un paramètre que mes collègues ne vous communiquent pas toujours, essayez-vous d'en parler parce qu'il y a des effets opposés selon la dose. Et je pense que c'est très clair. Merci de votre éclairage. L'important, c'est la dose. On s'en souviendra et on fait passer le message. Merci, Steve. N'hésitez pas à nous rappeler quand vous voulez, vous serez toujours le bienvenu sur Sud Radio. Merci à vous de nous avoir appelés depuis Zurich. On part à Arles, on retrouve Nadia au 0826 300 300. Bonjour Nadia. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Alliot. Voilà, je vous remercie déjà de me donner la parole et donner la parole à vos auditeurs en toute transparence. Donc moi ça fait pas très longtemps que je vous écoute, à peu près un mois, et vous avez un ton qui nous amène à la liberté de penser et à la liberté de parler. Voilà. Merci. Alors notamment, moi je voudrais parler du professeur Raoult. Donc je suis dans le sud et le professeur Raoult se fait taper à longueur de journée par les médias mainstream. Donc plus on s'acharne sur une personne qui en plus communique, puisqu'il donne des analyses, il communique sur YouTube, sur Twitter, et plus on s'acharne sur une personne, et plus peut-être qu'on a envie d'écouter un petit peu plus. Et je ne suis pas une scientifique, pas du tout, je ne connais rien, j'ai pas fait un bac scientifique, je ne connais rien vraiment à la science, mais on s'aperçoit que tout le temps, on critique le professeur Raoult et il communique, il est en toute transparence, il n'a pas de conflit d'intérêt et il faut qu'on... professeur Raoult... Que la polémique soit pas la même et que ce soit pas critique permanente, il se défend bien. C'est une critique permanente, Nadia... voilà. Critique permanente. Nadia, une information, juste, je voulais dire que demain, à la même heure, le professeur Raoult sera dans notre émission et il parlera évidemment à toute liberté. Voilà, c'est ça. Et surtout, donc, Marseille est une ville test, hein, faut pas le rappeler. Donc, lui, ce qu'il a fait dès le départ, il a dépisté et il a traité et il a soigné. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Voilà. Nadia, vous êtes allée vous-même vous faire dépister ou pas? Non, pas du tout. Non, j'ai eu aucun symptôme. Non, pas du tout. Bon, pas du tout. Tant mieux. Voilà. Voilà. Merci en tout cas. Merci de votre témoignage. Et demain, je pense que vous serez au rendez-vous aussi. Autre appel. Oui, dans un instant, André Berkoff, si vous le permettez. 0826 300 300. On ira faire un tour du côté de Paris. On retrouvera Charles sur Sud Radio. Je rappelle qu'on est toujours en direct avec l'invité d'André Berkoff, Bertrand Alliot, qui est environnementaliste et qui est auteur de ce livre, Une histoire naturelle de l'homme. C'est publié aux éditions L'Artilleur. Tous les sujets sont sur la table sur Sud Radio, aussi bien la polémique sur l'hydroxychloroquine ou sur le professeur Raoult. Je le rappelle, André Berkoff le reçoit demain dans Berkoff dans tous ses états. On parle aussi évidemment de l'écologie. À tout de suite sur Sud Radio. Et nous sommes toujours avec Bertrand Alliot pour Une histoire naturelle de l'homme et avec les auditeurs de Sud Radio que l'on écoute. Allez, direction Paris, je le disais, 0826 300 300. La parole est à Charles sur Sud Radio. Oui, bonjour Charles. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à votre invité. Voilà, alors on parle d'écologie, alors je vous ai appelé parce que ça me tient à cœur. Oui. Mais en fait, j'aurais tellement de choses à dire. J'aimerais parler un petit peu de Raoult juste avant.
avant de poser une question. En fait, vous allez accueillir le professeur Raoult demain. Est-ce que sa meilleure défense, c'est pas de dire, je vous avais appelé il y a un mois environ pour vous dire que dans les Bouches-du-Rhône, il y a plus de guérisons que dans le reste du pays. Et j'ai été content de voir Douste Blazy il y a quelques jours sur CNews. Alors, la dernière fois qu'il était passé, je ne sais plus quand exactement. Et il a dit, mais il faut quand même un jour qu'on voit les chiffres et qu'on voit que dans les Bouches-du-Rhône, les guérisons c'était 10 fois plus efficaces que dans le reste du pays. Enfin, c'est-à-dire que les chiffres sont là, les gens s'en sont mieux sortis. Dans les hôpitaux du Bouches-du-Rhône. Voilà. Oui, donc alors les détracteurs disent oui, mais ça a été la même chose à Bordeaux et ailleurs, il n'y a pas eu plus de chiffres, etc. Enfin, c'est une polémique, mais je pense que Raoult demain va répondre à tout ça. C'est clair. Il y a des chiffres fournis par le ministère et il faut en tirer les pourcentages. Mais bon, absolument. Alors, je voulais... et en fait, dans cette histoire, je sens qu'il y a une anguille sous roche et je me dis que d'un côté, il y a le poids de l'industrie pharmaceutique, si je me mets du côté de Raoult, et de l'autre côté aussi, il y a des croyances, un manque de croyances dans les méthodes empiriques aussi, dans les méthodes empiriques contre des méthodes qu'on voudrait plus machinales et automatiques. Voilà. Et j'y vois un conflit entre le transhumanisme et l'humanisme, en fait, un peu. C'est un peu. Il y a de ça aussi, c'est évident. Alors, l'humanisme, il y a tellement de choses à découvrir chez l'humain, il y a tellement de choses à découvrir encore chez l'animal. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis écologiste. Il y a des études à faire sur les interactions entre les espèces. Comme votre invité disait, ça m'a fait penser à Claude Lévi-Strauss qui disait qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'homme et l'animal, mais il y a des différences de niveau. Je pense qu'on est un peu là-dedans. Alors j'aimerais. Oui, alors là, j'ai une question, j'ai un petit coup de gueule. Alors entre parenthèses, le coup de gueule, vous parlez du plastique dans la mer. Il faut regarder les bords de route de France. C'est un dépotoir, c'est un tas d'ordures. Alors l'homme chante sur son tas d'ordures. La mode, c'est les bouteilles de plastique avec de la piste de routier dedans. Non mais vraiment, parce que je les ramasse. Un sac plastique de 50 litres. Alors les pouvoirs publics pourraient dire cette fois-ci c'est grand nettoyage. Les employés municipaux, départementaux, on nettoie, on fait une campagne d'information, on met des amendes, mais rien n'est fait. Bon, voilà, c'est le coup de gueule. La question pour la question sur l'homme et l'animal, oui, allez-y. Deux questions. D'une part, sur le réchauffement climatique. Il y a un peu de critique là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que l'été dernier, il a fait 46 degrés à l'ombre en France. On est tout le temps au-dessus des normales saisonnières et on n'a plus d'hiver. Ça, c'est la première question. Vous parlez de ça, je me demande pourquoi. Et la deuxième question, c'est la conscience. Je pense qu'on ne connaît pas encore la véritable nature de la conscience humaine et animale. Et il disait, votre invité disait, seuls les hommes ont conscience de soi. Vous savez qu'il y a l'éthologie qui étudie les animaux. Et quand on prend certains animaux, je pense aux pies ou aux corvidés, vous leur mettez une petite pastille sur le front. Et quand vous les mettez devant un miroir, et en fait, leur premier réflexe, c'est d'essayer d'enlever la pastille sur leur front. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans le miroir. Ils savent que c'est eux. Voilà. Donc est-ce qu'avec l'éthologie, ça vient pas contredire ça, qu'il y a une forme de conscience quand même chez les animaux? D'accord, Charles. D'un niveau différent, voilà. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Mais alors, deux questions. Donc, Bertrand Alliot, première question, effectivement, l'histoire du climat. Je ne sais pas si vous êtes penché sur le réchauffement climatique dont on nous parle vraiment énormément. Est-ce qu'il y a, alors certains disent, attendez, c'est pas réchauffement climatique, c'est pas le problème. On a reçu François Gervais, on a reçu d'autres. Alors, c'est Greta Thunberg d'un côté, les autres de l'autre. Enfin bon, on va pas rentrer dans le détail. Donc, le climat, Bertrand Alliot. Et alors, la seconde question, effectivement, sur l'homme qui a conscience de soi par rapport au... Ouais. Alors, sur le premier question, le réchauffement climatique, moi, ce que je dénonce un peu, pas dans le livre d'ailleurs, mais de manière générale, c'est qu'on réduit le problème d'environnement et d'écologie à la question du CO2 et il n'y a plus que ça. Et donc ça, c'est vraiment problématique. Et donc sur la question du réchauffement climatique, moi, je suis plutôt
Je me pose des questions parce que je trouve que les médias, de façon générale, ne rapportent pas le débat scientifique qu'il y a sur cette question. Je pense qu'il y a des doutes sur l'hypothèse. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a un réchauffement, mais d'1 degré au XXe siècle. Mais on ne sait pas ce qu'il y a eu vraiment avant. Enfin, si on sait à certaines périodes, mais pas précisément. Il y a eu des périodes, oui. Oui, bien sûr. Et donc, il y a on des peut revenir à la glaciation. Oui, allez-y. Il y a des grosses incertitudes. Il y a des incertitudes scientifiques sur la cause du réchauffement climatique actuel. Il y a des incertitudes aussi sur les effets de ce réchauffement climatique. Est-ce qu'il va être catastrophiste? J'en sais rien. Et troisièmement, il y a encore plus d'incertitudes sur les politiques qui seront menées pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est impossible d'évaluer les politiques qui sont menées dans ce cadre-là. C'est vraiment, on est vraiment dans le flou absolu. Et donc dépenser des milliards sur une question comme ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc moi, ce que je dénonce, c'est l'obsession du CO2, effectivement, qui phagocyte tout l'environnement. Et deuxièmement, c'est le catastrophisme. Je pense qu'il faut se calmer un peu sur cette question du catastrophisme. Sur la deuxième question sur la conscience, les animaux, je pense effectivement, ont une conscience aussi d'eux-mêmes à un certain degré. Et vous l'avez bien dit, dans le miroir, les corvidés il y a des expériences qui montrent qu'ils sont conscients d'eux. Mais je pense quand même que l'homme a une conscience de lui bien plus importante, évidemment, et il y a deux choses qu'il connaît parfaitement, c'est son asservissement au travail, aux nécessités. Et ça, c'est dans les textes fondateurs, sur celui qu'on connaît bien dans la Genèse. Et puis, il est aussi conscient de sa mort. Et ça, quand même, c'est des éléments qui déterminent un peu... qui va déterminer un peu sa personnalité après, beaucoup plus que chez les animaux, quoi. C'est vrai que c'est Malraux qui le disait admirablement. Il disait: l'homme est le seul animal qui sait qu'il doit mourir. Voilà, absolument. Absolument. C'est vrai que c'est important. Merci en tout cas, merci Charles. Autre appel, Jean-Marie. Hélène nous appelle 0826 300 300. On retrouve Hélène qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Hélène. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, que je connais depuis si longtemps, depuis Actuel. Merci de me recevoir. Bon souvenir. Oui, c'est un bon souvenir. Moi, j'étais une lectrice assidue de Actuel. Écoutez, moi, je vous appelle suite à l'intervention du docteur que vous avez reçu en tout début d'émission. Voilà, donc j'avais pas noté le nom. Et du coup, moi, je suis beaucoup toute cette actualité parce que je trouve ça passionnant, oui, d'une certaine façon. Et du coup, j'étais tombée sur un article qui a été édité, qui est paru que je reprends la date, le 18 juin 2015 dans un journal américain qui s'appelle le New Eastern Outlook. Et donc, je vais vous lire juste l'entrée en matière. Donc, cet article, je vais vous le dire en français, un aveu choquant de l'éditeur de The Lancet, la revue médicale la plus estimée au monde, a été pratiquement ignoré par la grande presse et les médias dominants. Le docteur Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, a récemment fait une annonce disant qu'un nombre scandaleux de publications d'études sont au mieux peu fiables quand elles ne sont pas complètement mensongères, en plus de frauduleuses. Donc, voilà, ça c'était juste le truc. Donc, c'est étonnant quand même. Hélène, c'est intéressant. On l'a cité hier dans l'émission. Et effectivement, ce qu'il faut savoir. Écoutez, on l'a cité et non, mais c'est très bien que vous le recitiez, au contraire, parce que Richard Horton, et c'est ça qui fait son succès, est toujours le directeur de la revue The Lancet. Donc, il a reconnu lui-même qu'effectivement, alors je ne sais pas, je ne parle pas pour cette étude-là qui fait tant de bruit aujourd'hui, mais c'est clair qu'il y a lui-même dit, la science est retournée, les publications scientifiques souvent sont retournées aux ténèbres et on peut se poser beaucoup de questions. Allez-y Hélène, mais je vous ai... Oui, et donc les questions qui venaient dans suite à cet article de Lancet, c'était dans quel but avoir publié une étude sur des paramètres pour le moins fallacieux,
si ce n'est uniquement pour discréditer l'hydroxychloroquine et à travers elle, évidemment, Raoult. Enfin, pour moi, je sais pas. Après, c'est vrai que justement d'avoir ce genre de comment dire, d'études, enfin d'informations, je dirais, qui posent question. Après, faut peut-être pas s'étonner que les gens se posent des questions et mettent des thèses les plus folles, quoi. Là, je sais pas, il y a un moment donné, la deuxième question, c'est comment le ministre de la Santé, peut-il demander aussi vite l'arrêt de la prescription de ce médicament? Est-ce qu'il a lu cette étude? Est-ce qu'il est médecin? Est-ce qu'il sait lire en anglais? Je sais pas. Voilà. Olivier Véran, que je vous dise tout de suite, en tout cas, Olivier Véran, ni infectiologue, ni épidémiologue, ni quoi que ce soit, il est neurologue. C'est pas sa spécialité, bon, mais c'est pas le problème. Il peut être ministre de la Santé et avoir son avis. Le vrai problème, c'est, comme vous dites, la promptitude avec laquelle tout ça s'est passé. Et l'autre vrai problème, quand même, c'est quand on pense à toutes les découvertes scientifiques depuis des siècles, quand on sait que beaucoup de gens ont pris la tangente hors des passages cloutés et qu'on leur disait effectivement comment vous allez par là, Pasteur. Vous savez ce qu'a dit Corinne Reverbel et des auditeurs de Sud Radio, c'est l'empirisme face à la méthodologie ou à la modélisation. C'est-à-dire qu'où on est avec le patient, on regarde ce qu'on peut faire, où on se dit attendez le protocole ou attendez le vaccin. C'est voilà, pendant ce temps, des gens meurent, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'éternelle question et elle est au centre de la chose, sans parler évidemment des coulisses avec la guerre des labos, ne l'oublions pas, elle est existante aussi. Merci en tout cas. Merci à vous Hélène pour votre appel depuis Perpignan. Vous continuez, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, à nous appeler 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Et toujours sur tous les fronts, dans tous nos États, avec Bertrand Alliot et avec les auditeurs de Sud Radio. C'est à vous. Eric nous appelle de Paris au 0826 300 300. Bonjour Eric. Bonjour Monsieur Berkoff. Merci pour votre émission. C'est toujours un plaisir et un grand moment de savoir. Voilà, donc je vous dis en aparté dire que concernant votre invité du jour, Monsieur Bertrand Alliot, ce que j'apprécie, c'est sa démarche très prudentielle, peu dogmatique, et qui finalement est assez soucieux de l'engagement de nos finances et vis-à-vis du futur de nos entreprises. Et c'est ce que j'apprécie. Mais c'est pas là-dessus que je souhaitais intervenir. Je souhaitais intervenir sur deux sujets que vous avez évoqués en début d'émission. Celui du cumul des mandats ou des fonctions et celui de l'abstention. Alors, la question du cumul des mandats ou du cumul des fonctions, ça me fait un petit peu penser à la querelle actuelle avec le professeur Raoult. D'un côté, un homme de terrain et de l'autre côté, les sachants. Je me souviens qu'à l'époque du cumul du cumul ou du non-cumul des mandats, ça dépend de quel côté on se place, c'était la panacée. C'était une respiration démocratique, c'était la consultation, la possibilité d'une rotation plus grande de la jante politique, et universitaires, constitutionnalistes, journalistes et politiques, parce que c'était une fenêtre de tir, ou tout au moins certains politiques peu courageux, c'était une manière de... Voilà. Et puis on s'aperçoit au fil du temps que ce cumul des mandats ou ce non-cumul des mandats pose problème. On le voit aujourd'hui, surtout alors dans les zones, je dirais, périurbaines ou rurales. Un député aujourd'hui a nettement moins de poids qu'autrefois, vis-à-vis d'un maire ou vis-à-vis d'un président d'agglomération. Ensuite, il est pour la plupart hors sol. Il a peut-être pas vécu des fonctions de maire ou il les vivra de moins en moins. Il en aura de moins en moins une expérience de terrain et il sera dans les mains de la technostructure totale. Et si nous nous orientons vers la proportionnelle, ce sera pire encore. Donc voilà, et je voulais, on avait un petit peu cette même chose entre Raoult qui est un praticien et qui soigne, et puis d'un autre côté les sachants. Bon, voilà. Ça c'est la première des choses. On a vu la même chose avec la présidentielle, le quinquennat il fallait abroger le septennat pour un quinquennat dont on s'aperçoit aujourd'hui. On voit les résultats. Et donc on avait une constitution qui était assez bien charpentée. Je pense qu'il serait bon que des politiques reviennent là-dessus. Donc ça, c'était ma première observation. Ma seconde, c'est sur l'abstention. Alors effectivement, l'abstention, je vous entendais dire tout à l'heure, écoutez, si vous vous abstenez, cher électeur, vous n'avez pas le droit de râler.
C'est vrai. Je partage votre avis. Mais aujourd'hui, compte tenu, si vous voulez, de l'entre-soi, alors je suis parisien, de l'entre-soi dans la constitution des listes, dans le fait qu'une personnalité atypique ne sera pas prise par tel ou tel mouvement politique, du fait de nombreux paramètres. Bon. Et puis, on se fait élire, et puis finalement, on fait un autre programme où on se rapproche de l'opposition d'une manière très très forte. Donc, on abandonne. Donc, il reste le vote blanc. Mais malheureusement, le vote blanc, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il est pas pris en compte. On n'en parle même pas. Il est même pas évoqué. Alors, l'abstention, quand vous citiez des villes où il y a plus de 60% d'abstention, 65% d'abstention, etc., on peut se demander, alors c'est évidemment, c'est une approche tout à fait théorique, on peut se demander que si on arrive à 70% d'abstention, et si au bout d'un moment, finalement, on en a ras-le-bol de nos élus, enfin de ceux qui nous gouvernent, de pouvoir les renverser en disant ça suffit, voyez-vous, je dis pas d'aller à la révolution. Vous les renversez comment vous les renversez comment je pense que les Gilets jaunes ont peut-être donné un exemple qu'il faudrait creuser, travailler, etc. Oui, alors moi je vais vous répondre là-dessus. Je crois que les Gilets jaunes, malheureusement... Non, personne n'a la solution. Si on avait la solution miracle, ça se saurait. Deux choses, je voudrais vous dire, Eric, à mon sens. D'abord, je crois que si on fait le vote obligatoire, c'est évidemment, je l'ai dit, avec la reconnaissance du vote blanc. Si évidemment le vote blanc n'est pas reconnu, ça n'a aucun sens. Il faut aussi que les électeurs aient le droit de dire « moi, ces listes-là, aucune ne me satisfasse » et que si, j'ajoute, que si le vote blanc, par exemple, il arrivera dans telle ou telle commune où autre fait plus de 50%, eh ben ça remet en question l'élection. Bien sûr, il faut aller jusqu'au bout de ça. Mais au-delà de l'histoire, pourquoi éventuellement le vote obligatoire? C'est parce que ça permettra, si vous voulez, l'existence de listes différentes. Quel est le problème aujourd'hui? Et on l'a vu, et c'est un problème extrêmement grave pour moi. C'est qu'en France aujourd'hui, avec les clientélismes et tout, un maire peut être élu s'il amène avec lui 5% des électeurs, en leur promettant ceci et cela. Et vous avez un racolage électoral énorme, pas partout, heureusement, mais enfin chez certains, parce qu'ils savent qu'il suffit de déplacer 5 à 6% des électeurs pour remporter l'élection. C'est là la gravité de la chose. La gravité de la chose aujourd'hui, on le voit, et on l'a vu déjà, c'est que si on ne fait pas, pour moi, le vote obligatoire, on ne pourra pas se plaindre de voir des majorités avec des majorités incroyables, avec 15% des élus, enfin 4%, pardon, des inscrits, eh bien 15% des inscrits renversent la politique d'une ville. C'est quand même grave. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous suivez oui, alors c'est pas le vote blanc, c'est le vote obligatoire, éventuellement me pénaliser, etc., si on n'y va pas, etc. Et à ce moment-là, avec la comptabilité du vote blanc, la comptabilisation du vote blanc. Voilà. Non, je n'avais pas tout suivi dans ce que vous aviez dit, mais là je suis d'accord. Alors là je suis d'accord. C'est donc vote obligatoire d'abord et ensuite comptabilisation du vote blanc. Oh, d'accord. Absolument. Oui. Voilà, bon, écoutez, voilà, je ne veux pas vous retenir davantage à l'antenne. Merci, voilà. Eric. Au revoir, monsieur, bonne journée. À bientôt, merci. 0826 300 300, Pierre nous appelle de Paris sur Sud Radio. Oui, bonjour Pierre. De Toulouse, pardonnez-moi, de Toulouse. Je ne sais pas comment j'ai fait pour confondre les deux villes. C'est pas grave. Bonjour. Alors, en guise de boutade, et pour rejoindre les propos de votre dernier invité, nous savons tous que la plupart des hommes politiques sortent de la chapelle Sixtine. Eunuques, il ne leur reste que ce que l'on a l'habitude de dire, la masturbation intellectuelle, et je rajouterai musicale, faute d'en avoir dans le pantalon pour diriger notre pays. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Bon, écoutez, c'est poétique. Voilà, poétique. Exactement. Oui. Concernant le professeur Raoul, je pense que s'il est aussi décrié, c'est parce qu'il a annoncé il y a déjà quelques semaines que le virus était saisonnier, comme une grippe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Alors, imaginons qu'au mois de novembre 2020, on se retrouve à nouveau face au Covid. Qu'est-ce qu'on fait? On confine en achevant notre économie ou l'on prend de la chloroquine, quand bien même dangereuse pour certains. Et je crois que ce problème-là, qui est vraiment un problème politique et non plus un problème d'ordre purement médical, va plomber les politiques de novembre qui vont être obligés de prendre une décision. Et je ne pense pas que les Français soient prêts à être à nouveau confinés, et je pense qu'ils préféreront prendre de la chloroquine si vraiment ce virus revenait. Et là, évidemment, M. Raoult aura toute sa légitimité, quoi. Voilà. Et enfin, bon, je voulais, voilà, à suivre. Et je voulais enfin parler d'un autre sujet. J'ai été extrêmement marqué parce que je ne sais pas si vous l'avez appris cette semaine, Jean Lassalle a perdu sa maman. Et je disais que je sais qu'il sort en ce moment son livre. Il officialise la sortie de son livre demain, je crois, ou après-demain. Et donc, bon, bien sûr, j'espère que vous l'inviterez parce que Jean Lassalle est. Alors, je peux vous dire. Oui. Oui, je peux vous dire, je vous réponds d'ores et déjà, là vraiment les grands esprits se rencontrent, ou les esprits en tout cas, Pierre, soyons lucides. Eh bien, nous invitons Jean Lassalle vendredi dans Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio. Moi j'adore Jean Lassalle, c'est un des esprits de bon sens que nous avons et donc effectivement c'est quelqu'un qui a des choses à dire et qui a toujours des choses à dire. Donc je suis ravi que vous me disiez ça, Pierre. Eh bien, c'est très bien. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci. Merci, Pierre. Merci. Et on continue le Tour de France sur Sud Radio. On remonte à Paris. Pour le coup, on retrouve Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Monsieur Berkoff, donc je vous remercie et je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors je voulais moi vous dire que pour le cumul des mandats, sous le gouvernement de Monsieur Jean-Marc Ayrault, oui, il y a eu une charte de déontologie. À quoi les ministres s'engagent-ils, hein? C'était le 17 mai 2012. Donc en tout début, il y avait le bon fonctionnement d'une démocratie passe par l'existence d'un lien de confiance entre les citoyens et ceux qui gouvernent. Elle se construit jour après jour au vu de l'action du gouvernement et de l'image donnée par ceux qui en sont membres. Un manquement isolé peut, à lui seul, suffire à l'entamer durablement. Peut-on lire en introduction du texte qui contient 5 chapitres. Donc là, on est vraiment dans le cas où cette charte n'est pas respectée. Donc ça veut dire, est-ce que une charte de déontologie n'appartient qu'à un seul gouvernement, qui était de gauche? Mais toutefois, je voudrais aussi vous faire remarquer que c'était le 17 mai 2012. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le 17 juillet 2014, et c'était Monsieur François Hollande, a nommé Monsieur Jacques Toubon, qui était déjà un haut fonctionnaire, qui avait déjà une bonne retraite, l'a nommé administrateur défenseur des droits, non? Défenseur des droits. Défenseur des droits. Voilà. Absolument. Alors, où je voudrais attirer votre attention, je vais essayer d'évoquer plusieurs sujets rapidement, mais comme ça peut-être vous y attacherez. C'est que ce monsieur Jacques Toubon a été nommé pour 6 ans, donc et son mandat n'est pas reconductible. Il arrive à échéance le 17 juillet. Il arrive à échéance le 17 juillet 2020. Donc je vous demanderai il faut qu'on soit attentif à voir qui va le remplacer. Voyez, parce que je pense qu'il va être nommé par monsieur Macron. Hein, parce que là, on a nommé Hollande de gauche, a nommé un homme de droite, donc on suppose que c'est un prêté pour un rendu. Donc on va voir si on nomme encore un homme de plus de 70 ans. J'ai rien contre les personnes âgées, j'en suis une. Hein. Mais je pense qu'on a des cerveaux et des matières grises dans notre pays qui sont jeunes et qui peuvent endosser ce rôle de défenseur de droit. Vous avez, écoutez, on va, en tout cas, j'ai retenu la date et je vous promets qu'on va suivre ça. Alors, entre autres aussi, 2020. Je voudrais vous reprendre, pas vous reprendre, être sur le problème hospitalier. Vous savez, Roselyne Bachelot, qu'on remet sur un piédestal pour avoir été critiquée à tort pour ses masques. Hein. Il faut quand même que vous avez eu un interlocuteur il n'y a pas longtemps qui a critiqué les ARS, hein, vous savez, ces agences régionales autorités régionales de santé. Voilà, et des directives qui supprimaient autonomie et liberté aux soignants. Cette loi, c'est la loi HPS
éjectée de Roselyne Bachelot en juin 2009. Hein. C'est elle qui a créé ces ARS. Hein. Et je vais vous dire, elle disait, et donc là on n'en parle pas de cette loi-là qu'elle a créée, qui a été très critiquée par ses pairs, donc des sachants. Hein. Voilà. Hein. Et elle avait plus que jamais. Elle avait dit lors d'une interview par Audrey Pulvard, elle avait dit « Je vais injecter à travers ce qu'on appelle le plan hôpital 2012 10 milliards d'euros d'investissement pour rénover, pour réhabiliter. » Donc je vous l'ai dit. Et là, je vous pose la question, où sont passés ces 10 milliards? Parce que les annonces, on les entend, on les lit, mais ensuite, on n'a pas de droit de regard sur la gestion de ces 10 millions. C'est quand même l'argent des Français. Voyez? Alors moi en tant que directrice, d'EHPAD mais non médicalisée, c'est-à-dire de résidence senior, voyez, j'ai vu l'investissement de ces 10 milliards parce que c'était en 2012 et en 2014 on nous a créé des mailles, on a si vous voulez on va pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire, donc ça c'était en 2012 et après on a eu Marisol Touraine qui a démantelé une partie de cette loi pour créer sa loi santé. Donc tout ça, voyez, ça interroge et comme disait votre monsieur, les Gilets jaunes n'ont pas su bien mener leur truc, mais enfin il y a eu des choses qui se sont passées. Mais si vous voulez, il faut savoir qu'il faut faire quelque chose dans ce pays. Alors ma dernière, et je laisserai la place aux autres, la loi Avia, en clair, ce n'est pas aux propriétaires des plateformes de gérer, hein, mais c'était une belle opportunité pour Bruno Retailleau de montrer l'utilité du Sénat, parce que le Sénat, il y a des sénateurs... ils l'ont fait. Oui, mais monsieur Bruno Retailleau, il est souvent avec du yaka et faucon. Mais vous savez ce qu'on ne dit pas non plus. Vous savez qu'en 2016, et c'est un rapport du Figaro en 2018, les frais funéraires réglés par les Français ont représenté en 2016 960 000 euros, soit 17 000 euros par obsèque en moyenne. Alors là, j'attends le geste de solidarité des sénateurs dans cette situation et je ne sais pas ce que on en parlera, Hélène, on va pas faire le programme du gouvernement. Vous avez raison, il y a beaucoup de choses à aborder, vous avez bien fait. Mais là, on va essayer d'avancer. Et moi, j'ai retenu en tout cas un certain nombre de faits et de dates. Et ce que je vous promets, c'est qu'on va suivre ça. Notamment la succession de Jacques Toubon, mais tout le reste. Mais moi, ça me pose effectivement un problème. On va en parler tout de suite après ça avec Bertrand Alliot. Parce que ce que vous venez de soulever, c'est un problème de nature. Et on en a déjà parlé, on va l'aborder tout de suite. À tout de suite. Et nous reprenons avec vous, effectivement, dans tous nos états. Et Bertrand Alliot, j'ai été très frappé, je pense vous aussi, par le témoignage de Marie-Claire et tous les autres auditeurs. Par rapport aux oiseaux qui chantent, voyez, il y a des oiseaux qui chantent, des oiseaux qui protestent, des oiseaux qui hurlent, des oiseaux qui psalmodient. Et en fait, sur quoi ils parlent? C'est entre le dire et le faire. Vous aviez évoqué ça à propos du climat et à propos de l'écologie, mais c'est valable partout, hein, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et ce que les auditeurs de Sud Radio reprochent très souvent, je ne parle pas seulement d'aujourd'hui, mais de tous les jours, c'est cette espèce de pas d'abîme, enfin de crevasse, de fossé entre le dire et le faire. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est un peu une caractéristique des sociétés humaines et de la nôtre en particulier. On parle beaucoup et puis il y a beaucoup de faux semblants en fait. Et donc c'est problématique, notamment sur le cumul des mandats. Moi, par exemple, je suis pas forcément pour une interdiction du cumul des mandats, mais à partir du moment où on le dit, évidemment, il vaut mieux le faire. Et on est toujours un peu dans ça. C'est pour ça que je préfère toujours qu'on regarde les faits plutôt qu'écouter les paroles. Les discours n'ont pas beaucoup d'importance, en fait. C'est surtout les actes qui sont importants. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que regarder la nature, regarder le réel, en fait, ça a été pour vous, je pense depuis le début, une vraie leçon de réalité, cette nature, enfin cette observation. Oui, c'était aussi une facilité narrative d'essayer d'introduire mon étude sur l'homme par ma passion pour les espèces, en fait. Donc je faisais un lien entre les deux. Et voilà, mais c'est surtout ce qui m'a mis sur la piste, disons, de ma thèse principale, c'est effectivement cette différence entre les paroles et les actes, en fait. Il y a bien quelque chose à comprendre, là.
C'est clair. Et ça baigne tout. On le voit vraiment dans tous les domaines. Et tous les domaines qu'on aborde, il y a cette espèce de terrible différence et qui, à mon avis, est à la source de beaucoup de nos drames. Parce qu'après, les gens se disent, mais vous nous avez dit ça et vous avez fait autre chose. Et voilà ce qui se passe. Absolument. D'autres auditeurs, Jean-Marie? Absolument. 0826 300 300 direction Bordeaux. On retrouve Pierre sur Sud Radio. Oui, bonjour allô Pierre. Oui. Bonjour Monsieur Berkoff. En tous les cas, si je dois aller voter, je voterai Monsieur Berkoff président. Voilà. Donc, c'est pour intervenir sur le livre de Monsieur Alliot, donc une histoire naturelle de l'homme, et simplement pour mettre un petit bémol, pour dire que je pense qu'on évacue très facilement toutes les histoires un peu, disons, surnaturelles. Et notamment, moi, un cas personnel qui m'est arrivé, je vais à la messe régulièrement et pendant une communion à la messe, j'ai fait une rencontre avec le Christ. Donc, c'est simplement pour dire des choses comme ça, on ne peut pas mettre que l'histoire de l'humanité, c'est une espèce de grand hasard où tout est arrivé comme ça, sans queue ni tête, peut-être que tout se passe, je crois pas, j'invite les gens aussi à connaître la vie de Jean-Marie Vianney, qui, à sa vie toute seule, je pense, raconte énormément de choses très intéressantes et nous amène dans un univers qui est, si vous voulez, difficilement explicable. Comme moi, j'ai vécu cette chose-là avec la rencontre avec le Christ, qui est aussi encore à mon jour que ça s'est passé en 2013. Et elle m'est encore tout à fait, je dirais, étonnante et elle m'interroge tous les jours. Mais pourtant, je l'ai vécu. Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire de l'homme? Qu'est-ce que c'est l'histoire de l'humanité? Et ça aussi, le surnaturel fait aussi partie de notre vie. Voilà. Alors non, c'est une vraie question, une bonne question. Bertrand Alliot, c'est vrai qu'on a parlé, mais au-delà même des disciplines, le paranaturel, le surnaturel, évidemment. Pierre dit, attendez, moi, la religion, c'est autre chose que juste des paroles pour habiller ce qu'on ne sait pas, etc. Est-ce que il y a l'histoire naturelle de l'homme, vous en parlez brillamment, mais est-ce qu'il y a aussi dans je ne dirais pas le paranaturel est-ce qu'il y a des choses où on peut dire mais c'est l'éternelle querelle entre celui qui croit et celui qui ne croit pas? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et c'est vrai que c'est une question éternelle, en tout cas c'est une question millénaire. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, c'est une question qu'on ne résoudra pas ce matin. Effectivement, moi j'ai une vision assez matérialiste du monde, mais en même temps j'essaie de le décrire de façon poétique. En convoquant des auteurs, des expériences, etc. Mon livre n'est pas du tout matérialiste dans ce sens-là, parce que je raconte une histoire, en fait, et raconter des histoires, c'est pas tout à fait matérialiste. Mais en tout cas, après, chacun, effectivement, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Je suis bien d'accord. Ouais. C'est vrai, et il y a beaucoup de mystères encore, et après chacun, et avec beaucoup de respect, moi personnellement, respect absolu aux croyances et aux convictions de chacun. On n'est pas là pour juger, et on n'est pas là pour, de ce point de vue-là, on est là en revanche, et alors là je reviens à la thèse de Bertrand Alliot, on est là pour juger et voir et sanctionner, si elle est absente, la cohérence entre les paroles et les actes. Ça, en revanche, c'est fondamental. Merci à vous tous. Merci Bertrand Alliot. Je rappelle la référence de votre ouvrage « Une histoire naturelle de l'homme ». C'est publié aux éditions L'Artilleur.